Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de faire cette présentation introductive, donc, qui a été conjointement préparée avec Christophe Vion, qui est dans la salle. Je ne sais pas où il est. Voilà, là-bas au fond. Donc, voilà, donc je remercie au par hasard. Donc, ce qu'on va essayer de montrer, c'est un peu pourquoi il faut, pourquoi de l'IA embarqué, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça peut permettre comme service dans le futur, et quels sont les challenges principaux qu'il faut relever. En particulier, un vrai problème de consommation électrique qu'il faut traiter correctement. Donc le plan, on parlera un peu du contexte, du déluge de données. On donnera quelques définitions sur l'IA, puisque c'est quelque chose qui est très très large. On expliquera ce que l'IA apporte déjà aujourd'hui. On parlera bien sûr du futur de l'IA et des technologies sous-jacentes. Un des challenges, c'est la sustainabilité des solutions d'IA, pour ne pas consommer trop d'énergie. Il va falloir également regarder que l'innovation va être absolument indispensable pour apporter des solutions attendues pour des applications concrètes, tout en respectant la planète. Et il va falloir trouver des solutions semi-conducteurs beaucoup moins énergivores qu'aujourd'hui pour traiter les problèmes à base d'IA, comme on le verra. Et puis je conclurai mon talk. Il y a une tendance qui est assez irréversible, comme vous le savez, c'est le déluge de données. Donc globalement, aujourd'hui, vous voyez, il est motivé par cette planche-là. C'est-à-dire aujourd'hui, vous aviez en 2010 2 milliards d'abonnés Internet. On est passé à 4,5 milliards en 2020, donc plus 125%. Le trafic de mobile sur les données a été augmenté par 200. La population mondiale a crû de 10% dans le même temps. Consommation électrique liée aux technologies de l'information et de la communication a pris plus 22%, lié justement au traitement des données. Et vous voyez que le trafic Internet a également été multiplié par 12. Donc des explosions, je dirais, de tout ça qu'il faut maîtriser et garder à un rythme relativement contenu en termes de consommation d'électricité mondiale. Vous voyez, ce déluge de données, 2010, c'est 1 zettabyte. Un zettabyte, c'est 1000 milliards de milliards d'octets. Et vous voyez qu'en 2020, on en a consommé 64. Et puis, vous avez une explosion. En 2035, on arrive à plus de 2000 zettabytes. Ce qui est important de noter, c'est qu'en 2018, 44% des données étaient générées par des humains. Donc, quelque part, on a tous une capacité, je dirais, une nécessité de dormir, donc on génère moins de données quand on dort. Et par contre, maintenant, c'est beaucoup les machines. Donc en 2022, 90% des données sont générées par des machines. Donc, et ce qu'il faut, c'est ces données brutes, il faut réussir à les transformer, à les utiliser pour en faire des services qui répondent à un besoin sociétal, applicatif, etc. Et donc là, l'IA prend bien sûr un rôle prépondérant pour transformer ces données brutes en données permettant d'alimenter un nouveau service. Vous voyez, 60 milliards d'objets connectés donc, en 2030, donc, qui auront besoin de calculs embarqués, donc au plus près de la source de données comme la Nitonie, pour limiter la consommation énergétique. Ça va nous permettre de développer un habitat plus intelligent dans nos maisons, d'aller vers des cités, des villes plus intelligentes, de repenser l'agriculture en profondeur, d'apporter des solutions pour la santé avec des dispositifs connectés de santé, d'améliorer donc nos usines en minimisant donc la quantité d'énergie nécessaire et la quantité de matière nécessaire à un moment donné, repenser les réseaux d'énergie avec des sources intermittentes et des sources permanentes. Donc, l'Internet des objets, associé à tout ce qui est IA embarqué, et les jumeaux numériques vont apporter donc une capacité à gérer de façon plus intelligente donc, toutes les usines, je l'ai déjà dit, donc en optimisant donc, les matières premières et en utilisant l'énergie utilisée. Donc c'est vital pour beaucoup de secteurs applicatifs. Ça va permettre de gérer également les différentes sources d'énergie de façon centralisée et décentralisée. Ça va permettre également de concevoir de nouveaux matériaux et concevoir des nouveaux médicaments, donc que l'on ne sait pas aborder aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Donc toutes ces données, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Vous avez 3 étapes. Les données, il faut les transmettre à une unité de calcul.
qui est local ou qui est dans le cloud. La communication se fait soit par réseau filaire, soit par réseau sans fil, en utilisant les réseaux 4G, 5G, 6G, du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Donc des circuits de connectivité ou des circuits donc plutôt orientés téléphonie cellulaire. La plupart de ces données, il faut les stocker et il faut les traiter pour en déduire une information cognitive. Et une fois qu'on a fait ça, il faut exploiter ces données traitées pour disposer d'un service. C'est ce qu'on a fait par exemple pour le GPS. Il y a des satellites qui envoient des signaux en permanence. Ces signaux sont décodés et vous obtenez la position locale sur le globe. Et tout ça est relié à des cartes qui vous permettent de pouvoir ne pas demander votre route comme on le faisait il y a 20 ans en arrière quand vous êtes perdu dans une ville. Ce qui est important de comprendre, c'est que beaucoup de ces données sont des données temps réel. Donc elles n'ont pas besoin d'être stockées ou d'envoyées dans un cloud. Elles doivent être traitées localement parce que finalement, elles ont une durée de vie très éphémère. Parce qu'une fois qu'elles sont émises, une fois qu'elles ont été transformées, on peut les oublier. Dans cette partie, on va donner un peu quelques grandes définitions de l'intelligence artificielle. Tout le monde dans la salle ne sera peut-être pas d'accord, parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Pour nous, l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'un système à effectuer des fonctions cognitives qui, associées avec l'humain, vont permettre de percevoir, de raisonner, d'apprendre ou de résoudre des problèmes. De façon plus générale, l'intelligence artificielle, c'est vraiment tout ce qui n'a pas déjà été fait peut être catégorisé dans la catégorie intelligence artificielle. Donc définition très large qui permet de comprendre donc, la parole, donc avec des systèmes intelligents qui vont comprendre la parole et vous pouvoir parler à des systèmes pour avoir un certain nombre d'actions. Les jeux, le jeu de Go ou tout le jeu d'échecs, etc. Donc on voit que les machines d'intelligence artificielle dépassent largement le cerveau humain. Les voitures autonomes, le trafic intelligent de façon générale, des situations beaucoup plus sanitaires par exemple ou militaires, et d'interpréter donc un jeu complexe de données incluant des images et des vidéos. À l'intérieur de cette grande boule d'artificial intelligence, vous avez ce qu'on appelle le machine learning. Là, ce sont des algorithmes qui vont être capables d'apprendre et de faire des prédictions à partir des données qu'on aura nourries et qui vont avoir besoin de beaucoup d'entraînement, donc de grosses bases de données et d'un algorithme d'entraînement. Au sein de ce machine learning est apparu plus récemment ce qu'on appelle le deep learning, donc les réseaux neuronaux. Donc c'est une cascade de multiples de layers qui font des convolutions pour extraire donc des features, des caractéristiques, et transformer donc ces features et apprendre de multiples niveaux de représentation. Et puis, au sein du deep learning, vous avez le Deep Neural Network ça va des réseaux convolutionnels, les CNN, les réseaux récurrents, les RCNN, les réseaux long step time multiple pour le réseau neuronaux, donc différentes familles qui sont derrière, allant de l'apprentissage local à l'apprentissage incrémental, à l'apprentissage supervisé, etc. Donc différents types d'apprentissage. Tout ça, ce n'est pas nouveau. L'intelligence artificielle, dès les années fin des années 40, on commençait déjà à travailler dessus. En 1958, donc on voit les premiers algos d'apprentissage automatique qui sont développés. Depuis, ça n'a pas arrêté. Donc il y a tout un arsenal mathématique qui a été mis en œuvre donc, pour avancer sur le machine learning, le deep learning, vous voyez, inventé en 2010, donc par des Français d'ailleurs. Et donc globalement, ça continue et on continue à apporter donc, de l'innovation au niveau de l'algorithme et des données et du logiciel. Donc pour faire de l'IA, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des données, bien sûr, pour entraîner un système. Il faut
du matériel ou du logiciel, si on le fait tourner l'algorithme sur du matériel ou sur du logiciel. Et il faut une capacité à développer des algorithmes performants et à choisir le bon algorithme pour la classe d'application que l'on veut traiter. Petite nuance là sur le machine learning et le deep learning. Vous voyez que dans le machine learning, en fait, une fois qu'on a des données, on va extraire des caractéristiques et ces caractéristiques vont alimenter un algorithme qui va permettre de répondre à une question avec la question oui ou non, c'est un chat, c'est un chien, et classer les choses. Le deep learning travaille de façon différente. On n'a pas besoin d'extraire les caractéristiques, c'est l'algorithme neuronal donc, qui le fait et qui va répondre toujours à la même question. Oui ou non, on a reconnu quelque chose dans une forme, dans une image ou dans un signal vidéo ou dans la parole. Vous avez également le spiking, donc c'est les technologies impulsionnelles. J'en parlerai un petit peu parce que c'est des systèmes très intéressants quand vous avez des signaux qui sont naturellement impulsionnels comme la voix par exemple ou comme les ondes sonores, où finalement vous ne pouvez consommer que lorsque vous avez des impulsions qui arrivent. Ces impulsions, c'est un peu ce que fait votre cerveau avec les neurones et les synapses, avec un monde très impulsionnel au niveau de votre cerveau. Donc je passe justement à cette analogie avec le cerveau. Vous voyez que dans le cerveau, vous avez, je dirais, les dendrites qui sont là, qui reçoivent les signaux des autres neurones. Vous avez le cell body, donc qui est là, qui fait la somme des différents signaux reçus par les différents neurones. Et vous avez l'axone qui, quelque part, somme ces éléments. Et une fois qu'on a atteint un certain niveau, on génère une impulsion sur le neurone suivant pour propager donc, les informations. Et les synapses, c'est le point d'interconnexion donc, d'un neurone avec d'autres neurones. Vous voyez que le modèle électrique qui est donné ici, c'est vous avez un certain nombre d'éléments qui sont sommés. Et ça, c'est les éléments qui arrivent via les dendrites. Et puis, vous avez un comparateur qui décide, oui, non, on a dépassé un certain seuil. Et donc, on prend une décision. Et donc, on envoie une impulsion vers l'entité suivante. Tout ça peut être implémenté de façon, quand on regarde l'analogie avec l'électronique, dans votre cerveau, c'est complètement analogique, avec des mécanismes qui ne sont pas encore totalement compris. Aujourd'hui, vous pouvez l'implémenter dans des circuits en analogique, mais en analogique, vous perdez la souplesse du logiciel et de la programmation, ou en digital, donc, ou un mixte des deux, en analogique et en digital. On y reviendra. Après, dans tout système d'IA basé sur du machine learning, vous avez deux phases. Vous avez la phase d'entraînement, donc où vous apprenez à entraîner votre modèle. Typiquement, par exemple, je veux reconnaître des animaux, donc je vais nourrir avec une très grosse base de données donc des images annotées, donc qui vont me permettre, avec l'algorithme de Neural Network, de donner une perspective de probabilité de dire c'est un chat, c'est un chien ou c'est une girafe, donc, et de traiter les données. Donc une fois que votre modèle est entraîné, alors il faut faire attention à ce que la base de données soit robuste, entre guillemets, qu'elle n'introduise pas de biais dans la base de données. Il y a eu pas mal de problèmes dans la reconnaissance de visage, dans les téléphones Apple ou autres, où finalement ça marchait bien pour les Blancs et ça marchait moins bien pour les Asiatiques ou pour les Blacks. Donc c'est là où il faut que la base de données soit robuste pour ne pas introduire de biais dans la base de données. Après, une fois que vous avez appris à votre système, vous avez donc la phase d'inférence, c'est-à-dire je présente une nouvelle image. Et cette nouvelle image qui n'est pas dans la base de données, qui n'est pas une image connue, l'algorithme va être capable de donner une prédiction et de dire oui, c'est un chat. Et donc vous avez une classification à la sortie qui classifie donc, les objets qui ont été représentés. Donc voilà comment ça marche. Donc donne une probabilité de bonne reconnaissance, on y reviendra tout à l'heure. Donc ce n'est pas un système déterministe, c'est un système probabilistique, donc qui donne une probabilité. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où j'ai appris dans mon système à reconnaître des chiffres écrits à la main, 0 à 9 par exemple, si je veux rajouter la reconnaissance de la lettre A, je dois recommencer la phase d'apprentissage complète.
Donc c'est là où il faut aller vers de l'apprentissage en continu pour pouvoir ajouter une classe à tout moment et rendre le système intelligent. Quand on a commencé à travailler avec Valeo sur la conduite automatique, la trottinette n'existait pas. Donc il a fallu rajouter des images de trottinette, etc. Donc il faut aller vers des algos beaucoup plus intelligents que les algos qu'on utilise aujourd'hui. Comme votre cerveau qui continue à apprendre toute sa vie, il faut que les systèmes d'IA continuent à être apprenants au fil de l'eau. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé? Donc là, vous avez une image de Paris donc, en 1938, donc c'est pas si vieux que ça. Vous voyez tout le monde avec un journal entre les mains. La même rue de Paris, donc maintenant. Donc tout le monde est sur son smartphone. Et donc ça a vraiment changé profondément donc, nos habitudes et nos façons de vivre. Et pourquoi je parle de l'IA en montant les smartphones? Parce que vous recevez une information de plus en plus personnalisée sur les requêtes que vous avez faites, sur vos centres d'intérêt, etc. Donc ça a énormément évolué depuis une dizaine d'années. Avant, vous receviez tout et n'importe quoi et pas des choses qui vous intéressaient. Maintenant, l'information est très ciblée sur ce que vous avez l'habitude de consommer, l'habitude de faire, l'habitude de lire, etc. Et ça, c'est toutes les technologies d'IA qui sont là. Et je rappelle juste que l'iPhone n'existait pas il y a 14 ans. Ici, vous voyez un différent, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais un certain nombre de marchés. En rouge, c'est l'ensemble des opportunités donc pour l'IA embarquée. Donc les opportunités sont énormes, on y reviendra tout à l'heure. Et on va expliquer pourquoi l'IA embarquée est quelque chose qui est absolument indispensable. Quelques exemples, donc là par exemple dans le transport, on est capable d'avoir une reconnaissance automatique de simulations anormales. Là, vous voyez, ils vont commencer à se battre. Et donc, vous voyez, on détecte ce genre d'événements avec des systèmes d'IA assez facilement. Donc tout ça, c'est l'image qui est prise dans la RAM peut être traitée automatiquement dans la RAM et n'envoyer une alarme plutôt qu'envoyer une grosse image à un centre de la RATP qui devra intervenir, etc. Et ça, c'est très énergivore. Là, de façon très facile, derrière la caméra, mettre un petit boîtier qui va quelque part permettre de faire ce traitement. Ici, c'est ce qu'on a fait avec Valeo. Donc, en utilisant donc, un framework d'évaluation des réseaux neuronaux, donc développé par nos amis du LIST en région parisienne, donc N2D2, du CEA. C'est un outil qui prend en compte les contraintes matérielles, c'est-à-dire la puissance de calcul nécessaire pour un algorithme, la taille de la mémoire qui sera nécessaire, la précision des données, et bien sûr la consommation. Et en utilisant donc ce genre de réseaux neuronaux, on arrive, vous voyez, à faire de la classification des véhicules et de façon très précise, et sans beaucoup d'erreurs, avec des solutions qui sont développées de façon très énergie, beaucoup moins d'énergie. On baisse la consommation d'un facteur 10 à peu près par rapport à des solutions standards où on n'aurait pas cherché à faire une optimisation matérielle. Ça, c'est une start-up du CEA, donc Arcure, qui fait des engins de chantier. L'idée, c'était de... Vous savez, ces engins de chantier, ils font tut, 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 tut en permanence, donc c'est assez pénible. Donc l'idée pour le conducteur, c'était d'enlever le tut, tut. Par contre, ce qu'il faut, c'est détecter les personnes qui sont juste derrière l'engin de chantier et qui sont en danger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et donc, vous voyez qu'il y a cette zone d'exclusion qui est derrière. Et dès que quelqu'un rentre dans la zone d'exclusion, vous le voyez en rouge ou en vert quand il est en dehors de la zone dangereuse. Bon, compter les personnes, compter les visages, reconnaître des hommes et des femmes. Donc, c'est des algos qui marchent très bien et qui sont implémentés. Donc, globalement, là aussi, la reconnaissance donc, de visage, la reconnaissance faciale, c'est ce que fait votre iPhone quand vous le déverrouillez. Et en plus, avec une caméra 3D, donc qui montre qu'on n'a pas mis une photo en face et qui également regarde également dans l'infrarouge, donc pour voir qu'on a bien une peau humaine et quelque part que ce n'est pas une photo qu'on a mis en face. Et en faisant ça, de la même manière, en très peu de temps, on est capable d'implémenter une application. Donc vous voyez, moins de 3 mois de temps, donc c'est à la portée de tout le monde. On développe une application si on a la base de données qui va bien, avec un algo un peu standard d'IA.
Là, par exemple, c'est très important pour les personnes âgées, par exemple, surveillance à domicile d'une personne âgée. On veut savoir si elle n'est pas tombée par terre. Elle peut être dans sa salle de bain, donc on n'a pas envie que les photos soient sur le cloud ou pas dans le cloud. Donc il faut vraiment un traitement local, donc pour assurer la protection des données cette fois-ci. Et on est capable de faire la différence entre une personne qui est debout, qui est accroupie ou qui est couchée, et donc de générer une alarme pour lever de doute uniquement quand la personne est couchée, donc en respectant donc sa vie privée. Donc les directions futures, donc sur l'intelligence artificielle un peu embarquée. Vous voyez qu'on est toujours, c'est la courbe de hype sur 2020, on est toujours en haut de la courbe. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc par contre, aujourd'hui, on a besoin d'aller faire de l'apprentissage en local et de l'inférence en local, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, 80%, comme l'a dit Tony, des données sont envoyées dans le cloud et 20% sont traitées en local. Il faut inverser très très rapidement donc, cette donnée-là, donc pour passer d'un 80 à 20 et de traiter le plus possible en local. On a besoin donc d'avancées technologiques majeures. Pourquoi? Parce que l'IA nécessite beaucoup de mémoire et nécessite beaucoup de capacité de calcul. Donc aujourd'hui, c'est les deux showstoppers importants pour avoir une IA qui sera frugale en énergie énergétique et frugale également en données consommées. Donc beaucoup de place pour l'innovation, beaucoup de place pour la création de valeur, énormément de startups se créent sur l'IA. Elles lèvent beaucoup d'argent, donc vous verrez pourquoi elles lèvent beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, par exemple, si je regarde par exemple la solution d'aujourd'hui, on est, je dirais, dans l'IA 0.5, hein, ou quelque part où vous avez des données qui vont dans le cloud. Et le cloud a un algo d'apprentissage et un algo d'inférence, et peu de choses sont gérées en local. On commence à avoir l'IA 1.0, où l'apprentissage est toujours fait dans le cloud, mais en local, on est capable de faire l'inférence une fois que le modèle a été entraîné par la base de données. Donc ça évite de transférer des données, ce qui coûte cher. Demain, il faut passer à une logique IA, ce que j'appelle 2.0, donc où globalement, l'entraînement sera fait en local, et l'inférence sera fait en local, de façon bio-inspirée, et il faudra également que l'entraînement ne soit pas lié à une définition d'un nombre de classes complètement figé. C'est-à-dire, si je veux rajouter une classe, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai appris à mon système à reconnaître des zéros et des digits, de 0 à 9. Si je veux lui apprendre à reconnaître des A, si je fais classiquement avec les algos d'aujourd'hui, apprendre à rejouer des A, j'aurais perdu l'apprentissage des chiffres de 0 à 9. Donc il saura reconnaître des A, ou des B ou des lettres, mais si je veux apprendre que des A sans remettre toute la base de données sur des 0 à 9, le système sera perdu. Donc c'est énormément énergivore parce que tout ça, ça tourne dans le cloud. Toutes les nuits, les algos qu'on utilise dans nos téléphones à notre insu retournent dans des data centers pour être entraînés à nouveau, pour s'améliorer en précision, etc. Et donc ça, c'est vraiment très énergivore. Donc il faut changer tout ça. D'autre part, ça a été déjà présenté donc, par Tony sur les 4 avantages de l'IA embarquée. C'est la protection de vos données. Pour un dispositif médical, par exemple, vous n'avez pas envie que vos données, potentiellement, partent dans le cloud, soient ensuite revendues par votre cloud provider à une compagnie d'assurance et que, quelque part, vos primes d'assurance donc, augmentent. Et puis, c'est nos données personnelles, donc on n'a pas envie de les retrouver partout. Donc, la protection de nos données, l'IA embarquée, c'est la meilleure façon de protéger nos données. Elles sont sur nous, sur notre dispositif médical, dans notre téléphone, et quelque part, elles ne sont pas accessibles à d'autres. La latence. Si vous voulez, par exemple, dans une voiture autonome ou une voiture semi-autonome, quand vous devez freiner, vous avez une réaction de 1 milliseconde. Le calculateur de la voiture doit réagir en 1 milliseconde. Donc, vous ne pouvez pas dépendre d'une connexion avec le cloud. Vous ne pouvez pas dépendre du temps d'aller-retour entre j'envoie les données dans le cloud renvoie, donc c'est beaucoup trop long. Donc du coup, on ne peut pas avoir la latence faible de 1 milliseconde qui est attendue dans beaucoup d'applications. Pareil, si vous voulez piloter un robot à distance, pour aujourd'hui par exemple éviter d'envoyer des gens sur les chantiers en bord d'autoroute, parce que vous savez qu'il y a toujours des morts. Il y en a eu à Grenoble sur la rocade.
donc des personnes qui travaillent avec des engins de chantier, donc dans des environnements, on dirait dangereux. Ces engins, on peut les piloter à distance. Par contre, pour piloter un robot ou une machine de chantier à distance, il faut pas qu'il y ait, il faut que ça soit déterministe. Il faut que vous ayez en temps réel donc le retour et le contrôle de l'objet. Si vous avez une latence, si la latence est constante, vous savez gérer l'engin et vous savez piloter la machine de chantier. Si la latence varie en fonction du trafic de données sur le réseau, là, ça devient absolument infernal pour pouvoir piloter correctement donc votre engin de chantier. La fiabilité, je suis dans ma voiture, je ne peux pas être sûr que j'aurai une connexion 5G ou 4G à un moment donné. Donc la décision doit être prise en local pour assurer la sécurité donc, de la voiture. Et la consommation électrique, je vous ai donné juste un chiffre qui est très marquant, je pense. Si je dois transférer et stocker 1 gigabyte de données avec Internet, je vais consommer 5 kWh. Si je fais la même fonction en local, transférer et stocker en local, je consomme 1 million de fois moins. D'accord ? Donc ça montre quand même un enjeu majeur. On ne parle pas de réduire de 10, de 20, de 30%. On parle de réduire l'empreinte énergétique par des facteurs qui sont colossaux. Là, vous voyez dans cet exemple-là, 1 million de consommation en moins en stockant localement et en traitant en local la donnée. Beaucoup d'applications au niveau de l'IA. J'en ai certainement oublié. J'ai relevé quelques présentations qui seront faites. Désolé pour les personnes que j'ai oubliées, bien sûr, sans être exhaustif. Mais vous verrez dans l'IoT ST microélectronique sur la famille STM32, Diabeloop donc sur la santé connectée pour le diabète, Calray pour des solutions de computing massivement parallèles, Orange, je crois qu'ils ne sont pas là, in fine, Teledyne, EDV sur les systèmes d'imagerie, SEB pour les produits consommateurs. Donc beaucoup de présentations seront faites. Et vous voyez dans cette courbe-là, ici, vous voyez le délai, donc la latence, et le edge et le cloud, et c'est ce que je racontais tout à l'heure, avec ces différentes classes d'applications qui peuvent se traiter dans le cloud ou ne peuvent pas se traiter dans le cloud pour des raisons de latence, puisque vous voyez que dans le cloud, on a une latence qui est importante, donc 1 seconde. Donc, alors, ce n'est pas beaucoup pour beaucoup de choses, mais ne serait-ce qu'1 seconde à attendre quand vous attendez sur votre téléphone, on devient assez impatient et on pense que ça ne marche pas et qu'on n'a pas de connexion. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut radicalement changer. Cette courbe-là, c'est une courbe qui montre les revenus du semi-conducteur. Donc depuis les années 90, donc vous avez eu la première phase en noir ici, c'est la phase des gros ordinateurs, IBM-like, ce qu'on appelle les mainframes. La phase 2, c'est l'ère du PC et Internet pour tous et un PC à la maison. Et l'ère 3, c'est la partie mobilité, donc c'est l'arrivée des téléphones portables et du smartphone. Et la 4e ère, c'est l'ère de l'IA. Donc, et vous voyez que le marché qui est aujourd'hui à 500 milliards à peu près d'euros au niveau du semi-conducteur va passer à 1000 milliards donc en 2030, donc doubler en 2030, et le poids de l'IA va devenir extrêmement important dans cette croissance. Et vous voyez donc ici, par domaine, sur ce slide-là, vous voyez par domaine les croissances qui sont attendues. Et puis là, le marché au niveau également du software, donc au niveau des différentes années et l'évolution que vous voyez dans le temps. Donc un énorme business, une énorme appétence. Pardon ? Là, 1990, c'est eux, et là, 2030. Les rouges, c'est les projections. Vous êtes à 2022, ici, là. On est à 550 millions de dollars sur le marché du semi-conducteur, qui a beaucoup augmenté pendant la période Covid, comme vous le savez. Et aujourd'hui, les annonces, et là, c'est de passer à 1000 milliards. Et vous avez entendu les annonces de Thierry Breton, qui aujourd'hui, il y a 8 à 9% du semi-conducteur qui est produit en Europe. On veut passer, et l'Europe a lancé son European Chip Act pour passer à 20% donc en 2030, dans un marché qui va doubler. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 4 les capacités de production donc en Europe. Oui, n'hésitez pas bien sûr à m'intervenir s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc l'innovation sera clé donc, pour apporter un environnement soutenable en utilisant l'IA.
Je vais montrer quelques directions techniques qui vont être utilisées pour le faire. Mais par contre, donc, ce chiffre-là, c'est pour rappeler donc, la montagne dans laquelle on est. Donc, vous vivez tous à Grenoble, donc on voit quand même qu'il y a eu une escalade et une montée vers les 2000 zettabytes, donc qui est, quelque part est déjà là. Hein, donc on ne peut rien y faire. Donc les données vont arriver, donc il va falloir les traiter et les gérer. Donc la vraie question, c'est comment manager avec de l'IA embarqué ce déluge de données en préservant donc notre planète, c'est-à-dire en particulier l'énergie, et pour permettre une digitalisation de notre économie qui est absolument indispensable si on veut progresser avec de nouveaux services et des services utiles aux citoyens et utiles pour préserver cette planète. Donc un système d'IA, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est le MIT, ça peut émettre jusqu'à 5 en termes d'équivalent de tonnes de CO2, 5 voitures durant toute leur vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un algo d'IA, il n'est pas entraîné une seule fois. C'est-à-dire, il sera entraîné une seule fois. Et il y a des milliards d'objets qui vont l'utiliser derrière, comme sur les smartphones. Ça ne serait pas forcément très grave, parce qu'il y aurait une grosse consommation, mais faite une seule fois. Ce n'est pas fait une seule fois, c'est fait quasiment toutes les nuits. Nos algos sont réentraînés donc dans des gros data centers pour, je dirais, améliorer les performances. Vous voyez ici une classification sur l'IA, donc du cloud, classification faite en fonction de la puissance en watts. Donc le cloud a plus de 100 watts, donc des puces. Donc l'Edge IA dans une logique autour de 10 watts maximum. L'embedded IA, c'est ce que vous allez porter sur vous, donc autour de 1 watt. Et l'IoT, donc qui va être quelques dizaines de milliwatts, voire de microwatts pour certaines applications. Donc avec des systèmes pour l'IoT qui devront être ultra low power, donc potentiellement avec de la récupération d'énergie et sans pile, pour être disséminé un peu partout dans la nature. L'embarqué, c'est avec une batterie. Par contre, on veut que la batterie tienne au moins la journée pour un dispositif connecté, donc comme pour le diabète par exemple, ou la supervision de l'hypertension. Pour l'embedded AI, donc prendre en compte des contraintes de performance, et d'autonomie, et de l'aspect thermique également est important quand vous avez une caméra, etc. Et puis le cloud, c'est vraiment pour du très haute performance, avec du calcul qui est souvent massivement parallèle, avec des grosses fermes de GPU, donc pour traiter de processeurs graphiques, pour traiter toutes les datas, et faire en fait l'IA, c'est beaucoup, en particulier quand on utilise des réseaux convolutionnels, des convolutions. Donc les convolutions, ça se parallélise bien. Et c'est quelque chose qui est très énergivore quand on le fait de façon massive, parce qu'on fait des multiplications par zéro, même quand on n'a pas besoin de le faire. Donc, il faut apporter donc des solutions qui seront des solutions matérielles, logicielles, algorithmiques, pour apporter la frugalité donc, de l'IA. Donc il faut innover sur l'ensemble de la chaîne, il faut des nouvelles technologies, il faut travailler sur les algos en trouvant l'algo qui est juste suffisant pour traiter le problème qu'on a à résoudre. Pas forcément aller chercher des très très gros réseaux neuronaux qui vont être extrêmement consommants et qui vont être trop gourmands en énergie pour traiter ce qu'on a à traiter. Et puis le logiciel prend beaucoup d'importance puisque développer un circuit, ça coûte cher, en particulier avec dans des nœuds très avancés. Développer un circuit en 5 nanomètres, c'est 500 millions de ce qu'on appelle de NRE, de Non-Recurrent Engineering Cost. Donc ce n'est pas à la portée de tous les marchés. Donc il faut que quand on développe un chip, quand on développe une solution hardware, il faut qu'elle soit suffisamment flexible pour adresser un large panel d'applications. Il y aura une présentation d'ailleurs d'Hawaii. Donc attends, il faut que je revienne en arrière. Comment je reviens en arrière? Voilà, il y aura une présentation de Néovision et d'Hawaii également aujourd'hui. Cette courbe-là, je l'ai trouvée intéressante. Vous connaissez tous la loi de Moore, donc une loi qui dit que la puissance de calcul double tous les 2 ans. Donc vous voyez la courbe qui est là depuis 1960, qui se confirme. Et vous voyez où se situent les différents réseaux neuronaux qu'on a utilisés jusqu'à présent, jusqu'aux années 2020. Et depuis 2020, on voit des très gros réseaux neuronaux arriver, qui arrivent, et qui quelque part nécessitent beaucoup, beaucoup plus de calculs
que la simple évolution naturelle que la loi de Moore va permettre d'apporter. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on change de paradigme. Les algos d'IA qui sont aujourd'hui développés consomment une puissance de calcul qui nécessiterait de baisser par 10 l'efficacité énergétique du calcul tous les ans pour rester stable par rapport à la consommation d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a un enjeu majeur de maîtrise de cette consommation. Donc jusqu'en 2010, vous voyez, c'était les systèmes qui étaient entraînés, qui demandaient donc des accélérateurs qui étaient basés sur des machines massivement parallèles, donc des fermes de GPU. L'IA développée avec les progrès du semi-conducteur, on a un vrai souci maintenant à partir de 2020 avec des réseaux neuronaux qui sont extrêmement consommateurs de ressources. Et il va falloir travailler très fort sur cette courbe, sinon on va avoir une explosion de la consommation qui n'est pas sustainable dans la durée. Et vous avez vu que l'énergie devient quand même un enjeu majeur, et donc l'électricité en fait partie bien sûr, et il faut la limiter au maximum. Alors, ça, c'est un exemple sur les data centers. Vous savez que les data centers, c'est ce qui fait tourner dans le cloud donc, tous les systèmes. Il y avait des prédictions qui étaient faites par les analystes, donc qui montraient différentes courbes en 2017, en 2015, en 2019. Compte tenu du déluge de données, ces analystes considéraient que la consommation allait augmenter dans les data centers. Finalement, la consommation des data centers est restée à peu près stable, à 200 TWh, grâce à l'innovation. D'accord ? Et c'est l'innovation qui a fait qu'on est resté stable, donc en particulier en travaillant beaucoup sur la configuration unité de calcul et mémoire, et apportant les liens optiques, etc., et sur la conversion donc énergétique, que l'on a gardé cette innovation constante, ce qui n'était pas du tout ce que prévoyaient les analystes. Donc ça montre un peu que l'innovation peut apporter la rupture nécessaire qui est attendue pour maîtriser au mieux l'énergie qui sera nécessaire pour gérer tous nos systèmes d'IA. Donc il faut penser différemment. Notre devoir, c'est vraiment de penser différemment, d'inventer de nouvelles solutions et de proposer des nouvelles solutions. Et je pense qu'à Grenoble, on a tous les atouts, à la fois sur la technologie, sur les mathématiciens, sur les gens du soft, pour apporter donc cette complémentarité. Et on est potentiellement, idéalement placé. Donc je trouve que l'on a une communauté qui apporte toutes les compétences qui sont nécessaires. Donc, par contre, il faut qu'on travaille ensemble, main dans la main, pour intensifier les collaborations entre les différents blocs, je dirais, entre les technologues, entre les gens qui font de l'algo et des maths, et les gens qui font du soft, et les gens qui font des applis. On doit travailler beaucoup plus en synergie, sans doute. Donc, 3 minutes. Oui, l'IA, c'est un domaine très prometteur. Beaucoup de recherches sont toujours nécessaires. Donc, quelque part. Ici, vous voyez donc la nature. Donc, vous voyez le cerveau humain avec 20 watts, qui est très performant d'un point de vue énergétique. L'abeille, qui est quelque part une efficacité de calcul qui est beaucoup plus faible, mais une efficacité de calcul qui est aussi redoutable. Et vous voyez, les points blancs, c'est les circuits qui sont réalisés. Donc vous voyez que les circuits sont quand même encore très loin d'atteindre les performances de l'humain. Donc l'humain, je vais passer ce slide-là peut-être, vous l'aurez dans la présentation. Ici, c'est les routes technologiques donc, qui vont permettre d'avoir des technologies plus green. Nous, on a identifié 6 technologies qui sont importantes au niveau de la technologie pour passer d'un système où on fait l'inférence en local à un système où on fera inférence en training au niveau local. Donc, toutes les technologies semi-conducteurs, on y reviendra. L'empilement 3D de puce sur puce, le calcul dans la mémoire, le calcul parallèle, le choix des mémoires et de mettre de la mémoire sur les puces, dans le back-end, et s'inspirer du cerveau. Donc, c'est les 6 routes qu'on suit. Ça, c'est la route FDSEI. Vous êtes dans l'environnement grenoblois, donc vous savez que c'est une technologie qui a été inventée ici, développée de façon industrielle par ST et par Samsung au 28 nanomètres, développée par GlobalFoundries à Dresde sur le 22 nanomètres. ST est en train de développer la version 18 nanomètres que Samsung a déjà développée. Vous voyez que c'est des technologies qui sont low power, très bien adaptées donc à baisser la consommation. Sur un E28, on a 40% de consommation énergétique en moins grâce au FDSEI comparé à une technologie alternative. Les mémoires.
On met maintenant des mémoires non volatiles dans ce qu'on appelle le back-end of line, c'est-à-dire au-dessus des transistors, dans l'interconnexion métallique, on est capable de mettre des mémoires non volatiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le calcul qui consomme, c'est le mouvement des données. 90% de la consommation est due à la manipulation des données. Je prends une donnée qui est dans une unité de stockage, je l'amène dans l'unité de calcul, le résultat du calcul, je le remets dans la mémoire, j'ai consommé 90%. D'accord, juste en transfert de données. Donc si on arrive à faire le calcul dans la mémoire, on a énormément gagné et réduit la consommation. On a besoin de beaucoup plus de mémoire. Donc avec ces mémoires non volatiles, on arrive à apporter un facteur 50 en termes de densité sur les mémoires, donc en mettant donc, les mémoires dans le back-end et en utilisant, en mettant les mémoires dans le back-end, et on gagne un facteur 50 en termes de densité. Donc beaucoup plus de mémoire, donc des puces plus petites, des puces moins chères, donc moins consommantes, et pouvant faire le calcul dans la mémoire également. Donc vous voyez ici que par rapport à une flash, quand je regarde une mémoire ferro-RAM, qui est une mémoire magnétique, ferromagnétique, ferro-RAM, j'ai une réduction de conso de 20 000 donc sur la programmation. Le calcul dans la mémoire, donc aujourd'hui vous pouvez le faire dans des mémoires SRAM, dans des mémoires resistives RAM, vous pouvez le faire en numérique, en analogique, et vous gagnez un facteur plus de 100 donc sur l'efficacité énergétique donc du calcul en faisant ce calcul-là. Par contre, ça demande un changement d'outil, un changement de paradigme, autour des outils CAO, au lieu de faire un cut mémoire, vous allez faire un cut mémoire qui va prendre en compte l'algo et les opérateurs que vous devez effectuer pour votre algorithme. Voilà, on améliore, là vous avez des exemples qui montrent qu'on améliore d'un facteur 100 l'efficacité énergétique avec du in-memory computing. Donc là, c'est du spiking. On a fait deux chips, un chip qui fait de la reconnaissance de digits, donc c'est inspiré du cerveau et des synapses et des neurones, donc des transistors et des mémoires. Vous voyez ici très peu de neurones et très peu de synapses, une énergie de 3,6 picojoules par SPAC, donc c'est plus de 1000 fois moins qu'en calcul normal, je dirais, le ferait. Donc on gagne un facteur plus de 1000. Et là, on est passé à l'échelle avec un circuit qu'on appelle Largo, en 28 nanomètres. Cette fois-ci, on a 130 000 neurones, 75 millions de synapses, donc ça commence à être un circuit significatif, 1 picojoule, et ce circuit est fait pour traiter les signaux du LIDAR. Le LIDAR, c'est un radar optique qui permet de faire de la détection d'obstacles. Donc, de façon déterministe, c'est mes 3 derniers slides. Si vous utilisez un modèle déterministe, vous avez appris un modèle à reconnaître des chiffres. Vous lui montrez un chat. Il va être obligé de répondre quelque chose. Il va vous dire c'est un 3. En introduisant des modèles bayésiens, avec des distributions qui introduisent une certaine forme de disparité, donc vous obtenez non pas une information, c'est un 3, mais quand vous allez présenter un 3, vous allez avoir, ça ressemble à un 3, mais c'est pas sûr que ce soit un 3, il y a une grosse incertitude sur le résultat. D'accord ? Avec ça, on a regardé une application de détection d'arythmie cardiaque. Et cette détection d'arythmie cardiaque, on a montré qu'on avait 80% de précision sur les tests effectués avec ces méthodes-là. Donc, la tendance, c'est une augmentation des performances attendues sur nos dispositifs, donc de vitesse, de performance, de miniaturisation. Donc, on ne va pas arrêter la course à la miniaturisation et ça va continuer. Par contre, on a besoin de réduire drastiquement donc, l'énergie et l'empreinte environnementale des systèmes électroniques. Donc, quelque part, on a deux approches. Une approche de déclinisme, où quelque part on refuse le développement de nouveaux services parce qu'on estime qu'ils ne sont pas utiles et qu'ils ne nous apportent rien. Il y a une catégorie de personnes qui pensent ce genre de choses. Personnellement, nous, au Cellularity, on est plutôt sur la sobriété, la démarche de l'athlète, c'est-à-dire comment améliorer les performances avec un budget de consommation donné qui permet de préserver donc, les ressources de la planète. Donc, en résumé, très gros marché donc, sur l'IA embarqué, un besoin de réduire la consommation donc, et de densifier les mémoires, puisque l'IA, c'est consommation et beaucoup de mémoire, donc les deux doivent être optimisés simultanément. Faire l'inférence d'abord en local, et ensuite faire du local learning, mais tout au long de la vie, c'est-à-dire quelque chose qui va continuer à apprendre.
un des challenges majeurs, c'est le mouvement des données. 90% de la conso est due à ces mouvements de données. Donc il faut changer les architectures de Van Neumann qu'on utilise depuis toujours et aller vers de nouvelles architectures de calcul. On a toutes les technologies qui sont nécessaires pour apporter le low power, du FDSOI, des combinaisons avec la mémoire, le calcul dans la mémoire, des mémoires non volatiles pour sauvegarder les poids synaptiques, et puis des technologies d'empilement 3D, donc qui vont permettre également de fortes ruptures. Voilà, merci à tous. Désolé si je... Pas de souci, non. On va faire un petit temps pour une question et peut-être deux en fonction du temps de réponse de la première et du temps de poser la question. Donc si vous voulez bien, est-ce qu'il y a des doigts qui se lèvent? Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner le micro ou si vous pouvez parler fort, si vous pouvez vous lever et parler fort. Philippe, bonjour. Ah pardon, c'était derrière, excusez-moi. Entre l'IoT, l'automotive, et la connectivité et les infrastructures mobiles? Pour répondre de façon courte, je dirais la maintenance prédictive, de façon générale, c'est, je pense, un énorme marché. Bon, la question était courte, on peut en prendre une. Je pense qu'il y avait quelqu'un au milieu avant, pardon, ici, là. Voilà. C'est moi qui tiens le micro, désolé, on est encore un peu en Covid. Ça marche, je me lève pas, j'ai le PC. Merci pour la présentation. J'ai une question sur l'apprentissage en Edge par rapport à la version centralisée. Je comprends pourquoi on veut exécuter les algos en Edge, c'est plus économe, enfin c'est moins énergivore, plus rapide, mieux pour la sécurité, pour la vie privée. Pourquoi on veut faire l'apprentissage en Edge? Du coup, moi, les problèmes que je vois comme ça, c'est la validation, où les praticiens aiment bien valider les algorithmes avant de les mettre dans la nature. Voilà, c'est ma question. Je pense que vous pouvez les expérimenter également sur des objets connectés, etc., donc en local, sans avoir à les envoyer dans le cloud. Donc l'apprentissage peut être fait sur vos objets, si vous déposez, je sais pas, des imageurs, des caméras, comme j'ai montré, pour faire la reconnaissance de personnes, pour faire le training là-dessus, donc en local, avec les datas que vous allez fournir, et faire l'apprentissage donc en local, donc sans avoir bien une validation algorithmique et applicative. Puisqu'en fait, il faut valider les performances. Les systèmes d'IA ont besoin de valider les performances sur le terrain. Sur le papier, ça peut être très bien. Sur la modélisation simulation, ça peut être très bien. Après, il faut regarder les fausses détections, voilà, et les oublis de détection. Ouais, il y avait une question? Il y avait une question. C'est moi qui le garde. Ça marche. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de l'explosion du monde des semi-conducteurs. Pour vous, est-ce que vous pensez que dans les années à venir, on va continuer à rester sur des semi-conducteurs à base de silicium qui sont extrêmement polluants, ou il y a des nouvelles innovations qui vont apparaître, comme le plastique avec ARM qui a sorti ça récemment, ou qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Il y aura, quand on parle de plastique, c'est l'électronique imprimée par exemple, ou autre, ça continuera à exister, mais pour des grandes surfaces. Par contre, le silicium, à l'instant T, on n'a pas trouvé mieux pour apporter la puissance de calcul nécessaire à un moment donné. Donc pour moi, l'électronique demain sera une électronique très, très hétérogène, donc adaptée à des fonctions. Après, il y a de nouveaux paradigmes qui arrivent avec la spintronique, avec des matériaux 2D, etc. Donc là, on est après ce qu'on appelle le post-CMOS. Mais aujourd'hui, le CMOS va continuer, quand on regarde les roadmaps, jusqu'à du 7 angstrom. Aujourd'hui, les nœuds les plus avancés, c'est du 5 nanomètres utilisé par TSMC, donc en mode production. Après, vous aurez le 3 nanomètres, 2 nanomètres, 14 angstrom, 10 angstrom, 7 angstrom. Donc on n'est pas à la fin de l'histoire de la loi de Moore. Donc ça va continuer. Par contre, je crois beaucoup, moi, une électronique très hétérogène, mixant différentes technologies, avec beaucoup aussi de matériaux 3.5. Merci Jean-René, c'était super intéressant et merci pour les questions.